Donc, bonjour et merci d'être là en dépit de l'heure relativement tardive. Donc, conférence du cycle 2S, je ne peux pas vous dire la combienième c'est, mais on commence à arriver à un âge raisonnable. Aujourd'hui, on a invité un sociologue, un socio-économiste de l'innovation, Pierre-Benoît Joly, que je suis chargé de présenter. Donc Pierre-Benoît Joly est directeur de recherche à l'INRAE. Donc l'INRAE, c'est l'institut qui se charge des questions d'agriculture et maintenant d'environnement. Il a été directeur d'INGIS, l'Institut francilien Recherche, Innovation, Société, l'IFRIS, GIS qui est devenu un LABEX, un laboratoire d'excellence, SIT, donc Sciences, Innovation, Technologie en Société, c'est ça? Et il enseigne dans différents lieux, dont à l'EHESS, et surtout, actuellement, il est président de Centre INRA. Ça veut dire que c'est lui qui se charge de la coordination des actions de l'INRA en Occitanie. Bon, voilà, ces différents éléments vous donnent des indices sur la discipline. En fait, il fait partie de cette grande discipline, sous-discipline que sont les STS, la sociologie des sciences et des techniques. Il travaille en gros depuis 1996 sur la maîtrise sociale des dynamiques de construction des savoirs et sur la production des savoirs. Ce qui l'intéresse, c'est comment on produit des savoirs et comment ces savoirs se matérialisent dans des objets qui viennent à transformer les sociétés. La spécificité dans le champ des STS, c'est qu'il a travaillé sur des débats chauds depuis le début. La première fois que j'ai entendu parler de Pierre-Benoît Joly, c'était sur les vins transgéniques, les vignes transgéniques dans les années 90. Et probablement pas tes débuts, mais c'était les débuts. Il a travaillé sur les nanotechnologies, sur des histoires de santé, sur le nucléaire. En gros, quand vous avez un débat sur une technologie pourrie, en général, il n'est pas loin de là pour accompagner le débat. Et il s'intéresse vraiment aux technologies en train de se mettre en œuvre. Et ce qui l'intéresse, c'est la manière dont ces technologies reposent la question de la place de la science dans la société, et à la fois nous disent quelque chose de l'évolution de nos sociétés et surtout dont elles questionnent et requestionnent constamment la place de la science dans la société. Et plus particulièrement dans les projets de recherche dans lesquels il participe, ce sont des projets sur les sciences participatives, les dispositifs participatifs d'évaluation technologique. Ça, c'est le CV des recherches qu'il mène. Parallèlement, Pierre-Benoît, il se trouve, même s'il remplit ses fonctions, donc il a rempli ses fonctions à Paris ou à Toulouse en ce moment, il est palois, c'est un voisin que vous pouvez rencontrer assez facilement en allant le samedi ou le dimanche à la cueillette de l'Aragnon chercher vos fruits et légumes, puisqu'il est l'époux de la propriétaire et gestionnaire de la cueillette de l'Aragnon qui est là-haut. Donc on peut avoir des discussions sur toutes les technologies pourries dont je vous ai parlé, avec les pieds dans la boue. Voilà, aujourd'hui, on lui a demandé de venir parce que c'est un des grands noms des STS, et évidemment, on est à E2S questionné et on se questionne sur notre place dans la société, et en particulier, on a engagé une réflexion sur l'université, ses missions, son rôle dans le territoire, comment elle redéfinit ses missions avec ces nouveaux objets que sont les IDEX, les ICIT. Pierre-Benoît a été fortement impliqué dans l'ICIT de l'université Paris-Est Marne-la-Vallée, la création d'une nouvelle université, l'université Gustave Eiffel. C'est des questions sur lesquelles il a réfléchi et il nous a proposé une réflexion sur comment ces éléments arrivent dans nos universités au travers du terme de la troisième mission. Et évidemment, comme c'est un scientifique de sciences sociales, il va s'intéresser à cette histoire de troisième mission, à la questionner, à la re-questionner pour dire qu'en fait la manière dont elle est posée n'est pas la bonne et qu'il faut plutôt revoir la manière dont on s'interroge sur la troisième mission. Il va nous parler donc de cette troisième mission, il va nous parler des recherches participatives, il va nous parler d'un objet récent que sont les Living Labs, il va nous parler de l'impact de la science pour re-questionner cette histoire de la troisième mission. Donc je te remercie d'avoir accepté de venir et de participer à nos réflexions à l'université sur cet objet. Merci beaucoup Xavier. Est-ce que vous m'entendez bien là? Oui, c'est bon. Oui. Donc bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment content d'être là. En fait, je vais entrer dans le vif du sujet avec les définitions de la troisième mission, mais pour faire le lien avec l'actualité, en fait, il y a
vous savez que il y a beaucoup de débats sur de nouvelles lois, il y a des mouvements sociaux autour de ces débats. Il y a notamment une loi de programmation pluriannuelle de la recherche qui a des ambitions en fait sur lesquelles je ne vais pas revenir, mais dans les débats préparatoires, dans le travail préparatoire de cette loi, en fait, il me semble qu'il y a un très grand absent, c'est finalement questionner la transformation des relations entre les systèmes de recherche et d'enseignement supérieur et la société dans son ensemble. Si vous avez lu la tribune de notre ministre dans Le Monde d'il y a quelques jours, le dernier intertitre, c'était une loi par les chercheurs, pour les chercheurs. Or, il me semble que notre système d'enseignement supérieur de recherche n'a de sens en fait que dans ses relations avec la société. Et donc c'est ça que je voudrais questionner aujourd'hui avec cette notion de troisième mission des universités, sachant que j'ai beaucoup travaillé dans le domaine des contextes universitaires. J'ai toujours été dans des unités mixtes de recherche, donc toujours avec des universités, mais je suis moi-même directeur de recherche, et si j'ai toujours enseigné, ça a été parce que j'en avais vraiment envie et pas par obligation ou du fait de mon statut. Donc, évidemment, je ne vais pas donner à l'université des leçons, je propose plutôt des réflexions sur ces questions d'ouverture à la société, sachant que c'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup, également dans le domaine de la recherche. Bon, donc, comme l'a dit Xavier, je suis directeur de recherche à l'INRA. Enfin, maintenant on dit INRAE, je suis directeur de recherche à INRAE. INRAE est une marque comme Renault, donc on ne dit pas l'INRAE, on dit INRAE. Et donc, dans ce cadre, et je pourrais revenir là-dessus, en fait, l'INRA, et même aujourd'hui INRAE, a toujours eu en fait à se préoccuper très fortement en fait des interactions avec la société, que ce soit par ses missions en fait de recherche finalisées. Si l'INRA a été créé en 1946, c'est parce que il fallait se doter d'un outil de recherche pour, à l'époque, comme on le disait, moderniser la ferme France, mais également parce que, et Xavier l'évoquait, en fait, travaillant sur l'agriculture, l'environnement, l'alimentation, cet institut a été très tôt en fait confronté à des controverses sur les applications de ces recherches, mais également ce qu'on a vu dans ces controverses, c'est que les controverses ne concernaient pas simplement les applications, elles concernaient également la gouvernance de la recherche. Qui fait les choix pour qu'on travaille sur ceci, pour qui on travaille, qui est responsable s'il y a des problèmes, etc. Donc l'INRA a été confronté à ces questions très tôt, et il se trouve que il y a à la fois une réflexion institutionnelle, mais également un travail de recherche sur ces questions qui est d'importance. Alors, si on se situait dans une vision traditionnelle qui n'a jamais eu vraiment de réalité, donc la conception des relations entre recherche et société comme un processus linéaire où la connaissance est produite de façon indépendante et puis ensuite elle est transférée à la société, on n'aurait pas à se préoccuper en fait de ce que sont les relations avec la société et de cette histoire de mission, de troisième mission des universités. J'ai repris là une représentation en fait qui est assez récente, mais d'un rapport qui est emblématique, qui est le rapport de Vannevar Bush de 1945, donc Science, the Endless Frontier, qui après la Seconde Guerre mondiale en fait a eu une influence considérable, parce que c'est à partir de ce rapport qu'a été créée la National Science Foundation aux États-Unis, donc avec l'idée que en investissant dans la recherche fondamentale, eh bien en fait on va apporter de nombreux bénéfices à la société, et que cet investissement dans la recherche fondamentale, il doit se faire en dehors des préoccupations de la société, il doit être indépendant de la société. D'où cette représentation de la poule aux œufs d'or qui, aux États-Unis, est une loi en fait. Il y a une question de culture derrière. Alors, depuis lors, en fait,
notre représentation des relations sciences-société a beaucoup évolué, donc je vais y revenir, mais juste quelques éléments illustratifs. Il y a eu au niveau de la Commission européenne un travail très très important depuis les années 1990 sur ces questions, avec une direction qui était consacrée aux relations sciences-société, qui était d'abord la direction sciences et société, puis ensuite la direction sciences en société, Science in Society, puis ensuite la direction sciences pour et avec la société, donc ça faisait SWAF, Science with and for Society, et donc avec l'idée, en fait, aujourd'hui nous sommes dans ce qu'on appelle des sociétés de la connaissance, et dans ces sociétés de la connaissance où on a une série de caractéristiques, notamment au niveau d'éducation, comment on doit repenser les relations entre ce qui produit la science et ce qui en sont les destinataires. Il y a eu également beaucoup de réflexions sur la question de l'impact, notamment, là j'ai une copie de la première page du rapport de la LERU. Alors c'est intéressant parce que la LERU, c'est dans l'écosystème recherche et enseignement, c'est quelque chose qui est assez particulier. C'est la Ligue européenne des universités de recherche. Donc c'est les universités qui se considèrent comme dans le top au niveau de la recherche, au niveau européen, Cambridge, etc. En France, Sorbonne Université est un des grands acteurs. Et donc, ils veulent se comparer, effectivement, un des objectifs, c'est d'être le top 100 du classement de Shanghai. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que l'ERU a fait un rapport sur la question de l'impact. Je vais y revenir. Et donc, en plus que d'être dans l'excellence, produire des prix Nobel, produire des publications dans le top 1%, en fait, il y a eu une réflexion assez intéressante sur cette question de l'impact, avec l'idée, en fait, ce qui produit l'impact, c'est des interactions productives. En fait, c'est le titre du rapport. C'est pas la poule aux œufs d'or, une production externe qui va permettre de produire des impacts, mais c'est parce qu'on a des interactions productives qu'on produit des impacts. Toujours dans cette espèce de kaléidoscope, pour rappeler l'évolution, quelques éléments marquants de l'évolution du débat. Là, j'ai fait une copie écran d'un article, enfin c'était un dossier d'ailleurs produit dans la revue Nature. Donc il y a au niveau international deux grandes revues scientifiques, la revue Science et la revue Nature. Nature ayant plutôt une couleur européenne, même si la science est supposée être universelle. Et donc Nature a fait un dossier sur la question des sciences participatives, avec cet article, ce titre, donc la science partagée, et le sous-titre, enfin le chapeau, ceux qui étaient auparavant les sujets de l'investigation scientifique sont de plus en plus avec les clés du camion assis dans le driver's seat, et donc il y avait tout un dossier sur l'importance aujourd'hui des sciences participatives et une transformation des façons de produire des connaissances liées à cette idée que les connaissances ne sont pas produites par les chercheurs dans leur tour d'ivoire et ensuite transférées, mais que bien souvent en fait les connaissances sont coproduites. Vous vous souvenez peut-être du Grenelle de l'environnement en 2007. L'une des sorties de ce Grenelle, ça a été en fait de produire une charte de l'ouverture de l'expertise de la recherche à la société qui a été signée par une dizaine d'organismes, donc des organismes de recherche ou des organismes de recherche avec des modalités en fait d'ouverture à la société dont on pourra reparler. En 2016, François Houllier, qui était alors le président de l'INRA, a fait pour la ministre de l'Éducation nationale et la ministre de la Recherche et de l'Enseignement supérieur un rapport sur les sciences participatives en France. Et ce rapport a été suivi par la préparation d'une
une charte qui a été signée par la plupart des organismes de recherche, de nombreuses universités, également la conférence des présidents d'université. Cette même conférence des présidents d'université a réfléchi à ce que ça veut dire pour les universités que de s'inscrire dans ce qu'on appelle les objectifs du développement durable, qui ont été adoptés par l'ONU en 2015 et qui visent à identifier les grands enjeux internationaux et à les fixer comme objectifs. Bon, par exemple, pour ce qui concerne INRAE, je pense que c'est l'objectif 2, c'est assurer la sécurité nutritionnelle des populations. Donc il y a eu toute une réflexion au niveau de la CPU sur cette question. Comment les universités françaises peuvent-elles contribuer à ces objectifs du développement durable? Alors on pourra revenir sur ce que ça signifie en pratique, etc. Je le prends comme indicateur en fait d'une préoccupation forte qui est portée par différentes institutions qui ont une position dominante dans le système. Alors, ce que je voudrais faire dans cet exposé, en fait, c'est aborder 4 points. D'abord, revenir sur cette 3e mission. Ça peut paraître un peu mystérieux ou fumeux, donc il faut savoir de quoi il s'agit, de quoi on parle quand on parle de 3e mission, et qui en parle. Et puis ensuite, j'aborderai en fait 3 points qui, pour moi, peuvent être situés sous ce chapeau de 3e mission des universités, mais ça ne concerne pas que les universités, ça concerne aussi évidemment les organismes de recherche. Et mon objectif sera à la fois de montrer que on voit de nombreuses initiatives qui peuvent relever de cette réflexion sur la 3e mission des universités, et que c'est pas simplement effectivement on n'est pas simplement en face à des transformations qui viennent du haut des Nations Unies, de la CPU, etc., mais qu'il y a aussi beaucoup d'initiatives qui viennent, qui sont prises par les acteurs, et que aujourd'hui, une question qui se pose, c'est la reconnaissance, la reconnaissance de ces initiatives et la nécessité de fabriquer des stratégies, une politique à partir de ces initiatives. Bien. 3e mission, de quoi il s'agit? En fait, c'est quelque chose qui est très développé à l'international. En fait, il y a beaucoup d'associations, de regroupements d'universités autour de cette 3e mission. Donc, ce qui est simple, enfin, c'est assez simple. L'idée, c'est de se dire, en fait, les universités, elles ont été construites autour essentiellement de 2 missions, la mission d'enseignement et la mission de recherche. Évidemment, quand on fait de l'enseignement et de la recherche, on contribue à la société, au développement de la société, au développement culturel, économique, social. Mais dans des universités, notamment en Amérique latine, au Canada, et puis ensuite dans différentes parties d'Asie, en Afrique et aux États-Unis, s'est développée depuis une vingtaine d'années cette réflexion sur mais finalement qu'est-ce qu'on fait avec la société. Alors, aux États-Unis et au Canada, quand on réfléchit à cette 3e mission, on le fait bien souvent en relation avec une inscription avec ce qu'on appelle les communautés, ce qui est très développé dans ces pays. Et la meilleure traduction pour nous, c'est l'inscription dans des territoires. Donc c'est comment l'université se situe-t-elle par rapport au territoire et s'engage-t-elle en fait avec la société, sachant que la société, elle n'est pas dans une sphère idéale, en fait, elle a des éléments concrets, et donc l'engagement de l'université, et je pourrais dire des organismes de recherche, doit se réfléchir pas par rapport simplement à l'universel, à la production de connaissances générales, mais par rapport à la qualité des relations avec les acteurs des territoires. Cette 3e mission, elle est pensée
en grande partie par rapport aux défis sociétaux que la recherche et l'innovation sont censés contribuer à résoudre. Et là, en Europe en particulier, mais c'est le cas dans la plupart des pays de l'OCDE, depuis une vingtaine d'années, on affiche dans les politiques de recherche et d'innovation cette idée que les politiques de recherche et d'innovation, elles ne visent pas simplement à la compétitivité, en fait, elles doivent être orientées vers la résolution de grands défis, au premier rang desquels le changement climatique. Donc, comment on peut faire pour, en tant qu'université, l'université de Pau par exemple, et les pays de l'Adour, contribuer à la résolution d'un problème dans son expression locale. Voilà, donc ce n'est que cela, sachant que en fait je pourrais donner des références, mais il y a énormément de références, beaucoup de réflexions, donc il y a toute une littérature autour de ces questions. Je passe vite parce que on n'a pas le temps. Il peut y avoir un lien avec ce qu'on appelle la responsabilité sociale des universités, donc il y a toute une réflexion, mais ce sur quoi je veux pointer, c'est que c'est une réflexion qui est beaucoup plus avancée dans le monde anglo-saxon, en Amérique latine et au niveau international qu'elle ne l'est en France. Alors un exemple en fait qui est intéressant, c'est l'exemple de Arizona State University qui s'est défini depuis une vingtaine d'années comme le modèle de la nouvelle université américaine. C'est très lié à la personnalité de son président, Michael Crow, qui est pratiquement un collègue, en tout cas qui est dans les mêmes communautés de recherche que mon équipe, qui a beaucoup travaillé sur ces questions au niveau recherche, qui a monté avec des collègues dont on est assez proche, Barry Bosman, David Weston et Dan Sarvitz, un consortium pour la science, la politique et les effets, avec cette idée sur laquelle ils travaillent depuis une trentaine d'années sur la façon dont on peut développer des politiques scientifiques à différentes échelles qui permettent effectivement de produire des effets de transformation souhaitables dans les sociétés. Et donc, alors que Michael Crow était, avant d'être à Arizona State University, il était président de Columbia, donc dans la Ivy League. En fait, son projet avec Arizona State University, ça a été de dire, en fait, il faut qu'on soit très fort, pas simplement sur l'excellence, ce qui va de soi, mais également sur l'impact et sur l'inclusion. Et donc, dans le modèle de ASU, qui est vraiment intéressant, alors il faudrait gratter un peu et puis voir, tout n'est pas aussi évident que je peux le faire apparaître dans cette présentation un peu lisse, hein, mais par exemple, une des choses qui a été faite à ASU, et ça peut surprendre et choquer, en tout cas moi j'ai perdu le combat lors de la constitution de l'UGE, ça a été de constituer en fait les départements non pas par discipline mais par grand enjeu. Donc mes collègues en fait à l'université ISU, ils sont pas dans un département de sociologie, ils sont qui dans un département énergie et changement climatique, qui dans un département biologie et biotransformation, etc. Et donc les disciplines se retrouvent, mais dans des formes d'organisation, mais l'université n'est pas organisée en faculté disciplinaire. Et on pourrait ouvrir la discussion là, c'est quelque chose qui n'est pas du tout évident, ça fait partie des transformations qui ont été introduites avec la transformation de cette université. Vous voyez que quand on voit les actions, en fait, cette notion de renforcement des capacités communautaires, hein, et donc la notion de communauté, elle est centrale. Donc ça, c'est l'élément politique et culturel. Il faudrait pratiquement remplacer communautaire par territorial pour avoir un équivalent
français, mais ce serait peut-être pas évident. Alors je continue toujours assez vite sur ces questions, sachant qu'il faudrait effectivement approfondir chacune de ces visions. Au Royaume-Uni, il y a une réflexion intéressante sur le concept de civic university, donc université civique, avec l'idée, et là on peut prendre les 7 dimensions de cette université civique. L'idée, c'est qu'elle est activement engagée avec le monde extérieur ainsi qu'avec les communautés de son territoire. Elle adopte une approche générale, holistique de l'engagement, le considérant comme une activité à l'échelle de l'institution et ne se limitant pas à des individus ou à des équipes spécifiques. Donc, c'est pas une activité de perruque, quoi, qu'on fait effectivement en plus du reste. C'est vraiment quelque chose qui est porté institutionnellement. Elle développe un fort sentiment d'appartenance. Elle reconnaît la mesure dans laquelle sa localisation aide à la construction de sa propre identité en tant qu'institution. Donc cet ancrage territorial est quelque chose qui est essentiel. Elle a un sens profond de sa mission, comprendre non seulement ce qu'elle sait bien faire, mais aussi pourquoi, comment elle le fait. Elle s'investit de façon à avoir un impact au-delà du monde académique. Elle est transparente et responsable. Elle utilise des méthodologies innovantes. Ok. Ça, c'est plus classique. Voilà, donc du coup, vous voyez qu'il y a toute une réflexion à différents niveaux sur cette question de troisième mission. Alors maintenant, je voudrais faire 3 flashs différents sur finalement des dimensions qui entrent en résonance forte avec cette réflexion sur les troisièmes missions, sur la troisième mission, de façon à aborder les choses de façon peut-être un peu plus concrète. Alors le premier éclairage en fait porte sur l'exemple des sciences et recherches participatives comme pratiques de recherche qui ont une certaine originalité. Alors j'ai mis nouvelle. Bon, il se trouve que j'ai pas mal travaillé avec les historiens. Je sais pas s'il y a des historiens dans la salle, mais chaque fois qu'on dit nouveau, il dit ah pop. Non. En 1905 déjà on parlait de ceci. Donc et c'est vrai qu'il faut se méfier effectivement de cette étiquette de nouveauté. Je vais revenir peut-être là-dessus. Donc, en tout cas, il y a une actualité des sciences et recherches participatives. Je l'ai évoqué dans mon introduction avec le rapport, la référence au rapport Houlier. On retrouve la Leru. C'est pas que je sois un fan de la Leru, mais il est intéressant de voir que ces universités qui se considèrent comme les universités leaders en Europe, en fait, se préoccupent de ces questions. On fait un rapport là-dessus pour voir effectivement qu'est-ce que les grandes universités de recherche européennes doivent faire de ces alors citizen science. On pourra revenir sur la terminologie. Et puis il y a un fort soutien au niveau des programmes communautaires pour ce qu'on appelle la citizen science. Alors quand on dit citizen science, et là c'est une copie écran donc de l'association américaine qui s'appelle citizenscience.org. En fait, une partie de citizen science vient de l'observation de la nature, donc les communautés d'ornithologues, et notamment le laboratoire d'ornithologie de l'université Cornell aux États-Unis a été vraiment un promoteur de la notion, et d'ailleurs le responsable de ce laboratoire a été longtemps le président de cette association, donc Citizen Science. Donc il y a cette idée que une façon de rapprocher la science des citoyens, c'est de bénéficier de la capacité d'observation des amateurs. Alors ça peut être évidemment pour regarder les oiseaux, et aujourd'hui la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, en fait, a des plateformes informatiques qui font que quand les amateurs vont voir les oiseaux dans la nature et qui repèrent effectivement un individu, ils signalent ça sur la plateforme, ce qui permet effectivement d'avoir un suivi des populations qui a une capacité qui est tout à fait nouvelle. Donc il y a cette idée que
les citoyens peuvent être des capteurs en fait d'informations pour la recherche. Le Muséum national d'histoire naturelle a développé un programme qui s'appelle 65 millions d'observateurs, basé sur cette capacité effectivement d'observation des amateurs. Et les observations qu'on a aujourd'hui sur les liens entre changement climatique et évolution de la biodiversité, en fait, les évolutions de la répartition de certaines espèces viennent de ces capacités d'observation, et la recherche n'aurait pas été capable, en fait, avec les moyens disponibles, de faire ces observations. Et je veux insister sur le fait que ce n'est qu'une partie, effectivement, des sciences citoyennes et des sciences et recherches participatives. Et ce qui me semble très important, c'est que dans ces interactions fortes entre sciences-société, et aussi la façon dont la recherche a été questionnée par des groupes actifs. Évidemment, tout ce qui s'est joué autour de l'épidémie de sida a été extrêmement important pour, à la fois comme expérience fondatrice de rapports différents entre les malades et les experts de la recherche ou du monde médical, et avec, et ça a été très bien étudié par les collègues qui sont en sciences sociales à l'INSERM notamment, mais aussi également l'équipe de Michel Callon, avec en fait quelque chose qui est intéressant, c'est que les travaux ont montré que l'enjeu, c'est évidemment d'autres façons de produire de la recherche et une capacité de produire des connaissances qui sont différentes, mais également en fait c'est constitutif d'identités qui sont elles-mêmes différentes. Donc il y a à la fois un enjeu qui est purement épistémologique, mais il y a également un enjeu qui est d'une certaine façon politique. Quand on a fait le rapport avec François Houllier, en fait, François Houllier connaissait pas très bien tout ce milieu, donc on a dit on va faire plusieurs tables rondes pour voir un peu qu'est-ce que c'est en fait c'est les différentes compréhensions des sciences et recherches participatives. Et donc dans la première table ronde, on avait à la fois des associations de patients, et puis on avait ATD Carmonde. ATD Carmonde, donc c'est cette association qui a été constituée par le père Joseph Wrezinski à Noisy-le-Grand, donc dans un bidonville, dans les années 50, en même temps que la constitution d'Emmaüs. Et un des leitmotifs en fait d'ATD Carmonde, c'est que si on veut travailler sérieusement, si on veut connaître la pauvreté, en fait, on ne peut pas le faire indépendamment des connaissances, des savoirs qu'ont les victimes de la pauvreté et de l'exclusion. Et donc, ils ont développé toute une approche de croisement des savoirs, la recherche participative comme croisement des savoirs, avec le croisement des savoirs académiques, les savoirs d'action et puis les savoirs d'expérience. Avec cette idée qui était fondamentale et qui a un peu bousculé les sociologues qui travaillaient là-dessus, qui consistait à dire en fait on ne peut pas en fait produire cette connaissance de l'extérieur, il faut s'appuyer sur cette expérience et avoir vraiment une hybridation des connaissances académiques qui permettent une certaine objectivation, mais la subjectivité qui résulte de cette condition doit être absolument intégrée dans la production de connaissances. Alors j'insiste pas là-dessus, simplement pour dire que sur les sciences et recherches participatives, il y a un archipel de façons de faire. Donc c'est pas un tissu sans couture, c'est pas quelque chose qui est homogène. Cette richesse, elle est extrêmement intéressante. Il y a sûrement des questions qui sont communes, des questions, il y a plein de questions qui peuvent se poser, du type comment on fait pour transformer une question qui se pose dans des populations données en une question de recherche, comment on fait pour co-concevoir des recherches. Donc il y a des méthodologies, il y a des compétences qui sont nécessaires. Comment on fait pour partager
des protocoles de collecte de données, sachant qu'évidemment, si il y a des non-professionnels sont impliqués dans la collecte de données, on peut avoir une qualité des données qui n'est pas aussi vérifiée que si elle est faite par des experts. Comment on fait pour partager l'analyse, l'interprétation, etc. Donc il y a toute une série de questions qui se posent et qui sont des questions d'ordre méthodologique et parfois d'ordre épistémique. Il y a aussi des questions qui se posent concernant des dérives qui peuvent exister à partir de cela, des dérives d'instrumentalisation des populations qui sont concernées, dérives qui peuvent être liées à une forme d'ubérisation de la recherche, hein, donc le fait que plutôt que de payer des collaborateurs, eh bien on va donner 3 francs 6 sous forme de nourriture d'Amazon à des individus qui feront ça sans aucune protection sociale de quelque sorte que ce soit. Bon, évidemment, donc des questions se posent. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a un potentiel qui est très intéressant. Quand on a fait le rapport avec François Ollier, on a fait une enquête et on a eu 600 personnes qui ont répondu à cette enquête. Ce qui était intéressant, c'est que, alors, il y a évidemment sûrement un biais, vous me direz, mais les personnes qui étaient qui avaient une attitude la plus négative par rapport aux sciences participatives, c'est ceux qui n'avaient jamais fait. Ceux qui en avaient fait, en fait, ceux qui avaient eu cette expérience avaient en général, en fait, beaucoup d'éléments très positifs sur ce qu'apportaient ces interactions fortes du point de vue de la production de connaissances et du point de vue de du sens de leur métier de chercheur. Voilà, donc quelque chose de très hétérogène qui pose toute une série de questions et sur lesquelles on peut travailler. Alors je ne sais pas si au niveau de votre université, c'est une question qui se pose, est-ce qu'il y a des initiatives? Moi j'arrive au centre donc à la direction du centre de recherche de Toulouse où il y a à peu près 2000 personnes. En fait, je découvre qu'il y a vraiment beaucoup d'activités de ce type, beaucoup de chercheurs qui sont intéressés avec des expériences qui sont d'une très très grande diversité, entre ceux qui travaillent dans les réseaux de semences paysannes, hein, qui travaillent sur donc de la sélection participative en se disant plutôt que effectivement faire de la génétique indépendamment des besoins des agriculteurs, mais partir des besoins des agriculteurs pour essayer de voir quelles sont les caractéristiques sur lesquelles on va travailler. Mais il y a également des collègues du type qui font des serious games, des plateformes de collecte de données, etc. Donc il y a vraiment, quand on regarde, en fait, c'est ce que je trouve intéressant, c'est que quand on regarde un peu en détail, en fait, on voit qu'il y a toute une série d'activités qui existent dans différents endroits où on ne s'attend pas à les trouver. Bon, donc deuxième illustration des formes d'organisation originales. L'exemple des Living Labs. Alors vous avez peut-être vu qu'aujourd'hui on discute beaucoup de Fab Lab, Hacker Lab, les espaces tiers. Donc l'idée que en fait la création d'espaces, alors ça peut être des espaces physiques ou des espaces virtuels, mise à disposition d'acteurs pour interagir, c'est quelque chose qui est important et qui va permettre de produire des formes d'interaction et de produire des connaissances qui sont originales. Alors, on pourrait dire en fait, c'est une forme qui existait depuis les années 1970 dans les pays d'Europe du Nord. On a beaucoup développé les boutiques de sciences. Hein. Donc l'idée que en fait, quand on est une université ou quand on est un organisme de recherche, on peut avoir une partie des activités, une partie des dispositifs qui sont dédiés en fait à la réponse à des questions que se posent des populations locales, se posent des groupes de citoyens sur voilà, des tests de toxicité, voilà, toutes sortes de choses. Bon, aujourd'hui, il
il y a vraiment un développement très important et pour le meilleur et pour le pire, en fait, un portage institutionnel de ces questions, notamment sous la forme des living labs. Donc il y a toute une constitution institutionnelle en Europe des living labs avec une association européenne, une association nationale, des living labs qui sont dans différents domaines, notamment dans le domaine santé et vieillissement, avec cette idée effectivement que les living labs doivent être des espaces qui favorisent les interactions directes et variées entre des citoyens, des groupes de citoyens, et puis des chercheurs pour coproduire ou co-construire des questions et coproduire des connaissances. C'est une question qu'on se pose beaucoup à l'INRA, notamment autour des questions des transitions agroécologiques. Et en fait, je vais illustrer très rapidement cette idée des living labs à partir de travaux qui sont faits à l'INRA là-dessus. Donc, pour INRAE, un des enjeux, c'est d'accompagner la transition ou les transitions agroécologiques. Pour ce faire, en fait, il faut, on le sait, en fait, c'est pas une question de changer les pratiques sur une parcelle. En fait, il faut arriver à contribuer à des changements qui vont de la production agricole à la consommation, éventuellement substitution de protéines végétales à des protéines animales, ce qui veut dire penser des nouvelles filières de légumineuses à graines. Bon, voilà. Donc, du coup, en fait, c'est vraiment des changements systémiques qui nécessitent d'avoir, en fait, une conception, effectivement, de changement systémique, donc de nombreux points qui vont devoir changer, et c'est le système, les interactions entre ces points qui doivent être transformés. Mais évidemment, une des dimensions importantes, c'est que c'est les acteurs qui vont changer, c'est pas la recherche qui va changer. Donc la recherche, elle peut contribuer, elle peut aider les acteurs dans ces changements, donc elle peut accompagner ces changements. Donc pour ces raisonnements, en fait, il faut la première exigence, c'est d'impliquer une diversité d'acteurs du milieu professionnel, agricole, de la recherche, des pouvoirs publics, de la société civile, les consommateurs, la distribution, etc. Donc il y a une question qui se pose, c'est de créer des conditions en fait d'un partenariat étroit entre acteurs hétérogènes. La seconde condition, c'est de combiner des savoirs scientifiques, des savoirs praticiens pour concevoir de nouveaux systèmes. Et donc c'est travailler un peu comme le fait Tédé Carmonde sur la pauvreté et l'exclusion. C'est vraiment travailler avec les acteurs qui ont les connaissances en fait sur les savoirs d'expérience. Donc ça nécessite de se doter de capacité de co-concevoir ces systèmes agricoles en partageant la création de connaissances. Et puis ces changements, en fait, ils se situent dans des espaces géographiques, agronomiques, pédologiques, climatiques, sociaux qui sont chaque fois donnés et spécifiques. Et donc, il faut faire avec les ressources des milieux, donc adapter les systèmes agricoles et alimentaires aux conditions locales, ce qui nécessite de s'inscrire dans des contextes de vie réelle. Bon. Et la quatrième condition, c'est de se placer dans une visée transformatrice, c'est-à-dire c'est pas simplement d'améliorer à la marge le système dans son fonctionnement actuel, mais c'est vraiment de contribuer à des transformations fondamentales de ce système. Donc on considère que c'est la combinaison de ces 4 points définit les spécificités d'un living lab. Alors évidemment, les living labs, il y a différentes compréhensions, et donc là il y a une typologie des living labs qui a été faite par des collègues qui travaillent sur ces questions, où on peut voir que sur l'axe horizontal, d'abord sur l'axe vertical, on peut avoir des living labs qui sont dans une conception très linéaire de la production des savoirs, contre en haut de la figure des formes collaboratives, et puis des living labs à droite
à droite qui sont plutôt orientés sur des formes d'expérimentation collective et donc de partage avec les acteurs des conditions de la transformation, ou d'autres qui sont plutôt orientés vers la diffusion technologique. Moi, j'avais examiné une thèse sur des Living Labs santé. En fait, les 4 Living Labs qui étaient considérés, c'était plutôt en fait des annexes des laboratoires, et en fait, on se situait plutôt dans des Living Labs de type diffusion technologique. Donc là, l'idée, c'est que ce qui nous intéresse pour les transitions agroécologiques, c'est vraiment des Living Labs qui sont à la fois sous une forme très collaborative et qui vont favoriser en fait ces formes d'expérimentation et d'innovation collective avec donc des différenciations sur les finalités, les modalités de gouvernance et puis le périmètre qui est défini par un ancrage territorial ou une communauté d'usagers, ce qui n'est pas systématiquement le cas. Donc ce qui me semble important, c'est effectivement de penser que dans nos organismes de recherche ou nos universités, on peut avoir des espaces en fait qui sont dédiés à ces formes d'interaction. Et en fait, l'expérience qui en ressort, c'est que c'est vraiment intéressant pour, évidemment, ça apporte, en tout cas c'est l'hypothèse, hein, mais on a des éléments d'observation qui permettent de la vérifier. Donc ça permet de produire des connaissances et de produire des changements autrement. C'est aussi très intéressant en fait pour les étudiants qui sont impliqués dans ces affaires-là. Hein. Donc il y a des expériences extrêmement intéressantes de ce type qui associent en fait une pédagogie active et des relations en fait très fortes avec les acteurs des territoires. Alors actuellement en fait, je l'évoquais, les Living Labs sont très portés par au niveau institutionnel, hein, dans le cadre des programmes d'investissement d'avenir. Il y a eu plusieurs appels d'offres, donc un premier sur ce qu'on appelle les TIGA, le territoire innovant de grande ambition, et puis un second en fait avec un lancement en janvier dernier, les territoires de l'innovation avec 25 projets. Et là j'ai l'exemple d'un projet qui est porté par l'INRAE, qui est un projet donc, qui s'appelle Occitanum. Donc c'est la mobilisation des technologies numériques pour les transitions agroécologiques. Alors vous voyez peut-être pas, mais il y a une petite cinquantaine de partenaires qui sont impliqués, à la fois de la recherche autour de INRAE, des acteurs des territoires, donc en haut à droite, les acteurs du développement en bas à gauche, et puis tous les acteurs en fait qui sont plutôt des utilisateurs. Et l'idée effectivement, c'est que la gouvernance en fait d'Occitanum fait intervenir, alors à différents niveaux, hein, c'est une architecture de gouvernance un peu complexe, mais c'est différents acteurs. Et Occitanum en fait est la réunion de un certain nombre, une dizaine de Open Labs, alors qui sont, dans ce cas-là, c'est assez facile, c'est plutôt par système de culture, donc il y a des Open Labs sur la vigne, sur les grandes cultures, sur l'élevage, sur l'apiculture, sur le maraîchage, et chaque Open Lab, en fait, développe des projets, et ces projets, ils sont vraiment portés par les acteurs. Et donc, le point de départ des territoires de l'innovation, c'est pas la recherche, hein, c'est vraiment les questions que se posent les acteurs, et c'est la mobilisation d'un dispositif pour répondre aux questions de ces acteurs. Je crois que le département 64 porte un territoire de l'innovation qui s'appelle, je sais pas comment, Ambition Pyrénées, et dont l'UPPA est un des grands partenaires en fait. Hein. Vous êtes dans les différents niveaux de la gouvernance, y compris au plus élevé, hein, d'après ce que j'ai vu. Voilà. Donc, enfin, on pourrait discuter de ces projets. C'est pas l'idée. L'idée, c'est de montrer effectivement qu'il y a un certain nombre aujourd'hui de nouveaux outils, de réflexion, de nouvelles initiatives, et qui sont extrêmement intéressantes pour faire, qui entrent en résonance avec cette idée de troisième mission de l'université. Je voudrais finir sur la question de la culture de l'impact.
c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé depuis une dizaine d'années, notamment à l'INRA. Alors, pour l'anecdote, en fait, la première fois que l'INRA a été évalué par l'AERS, qui ne s'appelait pas encore l'HCERS, et c'était la première fois que l'INRA a été évalué par une agence indépendante. La question qui s'est posée à l'INRA, c'était de dire mais ok, on est institut de recherche finalisé, qu'est-ce qu'on a sur l'impact de notre recherche en termes sociétal? Et en fait, en dehors d'informations un peu anecdotiques ou très peu pertinentes, le nombre de brevets, le nombre de startups créées, le nombre de variétés végétales, etc., en fait, on n'avait que des anecdotes, quoi. Donc, l'INRA se trouvait dans une position qui était potentiellement délicate, avec tous les éléments pour faire valoir son impact sur la science, parce que l'impact sur la science, en fait, on a toute la chaîne d'outils qui permettent effectivement de dire, voilà, on a tel impact dans le domaine scientifique, ça c'est facile, hein, ça pose pas de problème, mais ensuite, quel est notre impact sur la société? C'était une autre paire de manches. Et donc, le PDG de l'époque, qui était, voilà, qui était assez, qui est toujours très stratège, en fait, elle a fait une réponse qui consistait à dire on ne sait pas faire, mais on va se donner les moyens de savoir faire. Et donc, elle a mobilisé mon équipe pour travailler sur ces questions. Et donc, c'est comme ça que je suis venu à m'intéresser à ces questions de finalement d'impact de la recherche. Et bon, je manque d'objectivité, mais j'ai découvert au cours de ce long parcours que c'est quelque chose qui est essentiel. Alors c'est quelque chose qui peut être discuté parce que on peut confondre en fait l'impact avec une exigence en fait de pilotage par l'aval. En fait, l'idée que ben, si on ne produit pas d'impact, on n'aura pas de moyens et produire de l'impact, ça signifie effectivement de se mettre sous la dépendance de ceux pour qui on travaille. Et puis deuxièmement, c'est un moment où on discute beaucoup de la question de l'évaluation, du rôle de l'évaluation dans nos organisations. C'était potentiellement en fait donner un peu plus d'eau au moulin à une position en fait d'audit en fait, hein, qui conduit toujours à donner des ressources de connaissances pour piloter nos activités à distance, en permettant d'objectiver effectivement un certain nombre de choses. Alors qu'on le sait en sociologie des organisations, la maîtrise des zones d'incertitude est quelque chose qui est essentiel pour maintenir le pouvoir. Moi, ce que j'ai découvert en travaillant là-dessus, c'est que on peut en fait avoir une approche très originale qui me semble vraiment vertueuse, hein, pour le dire comme ça, de l'impact, pour peu que en fait on se donne les moyens de passer d'une approche comptable à une approche processuelle. Donc l'idée c'est que le travail sur l'impact ne doit pas viser à rendre des comptes, hein, mais doit viser plutôt à comprendre comment nos activités contribuent à des transformations qui sont souhaitables. Et donc on a mis en place une méthode en fait qui est basée sur l'analyse des chemins d'impact. Alors c'est juste pour vous dire que c'est quelque chose qui est assez détaillé, où on essaie de voir systématiquement quels sont d'identifier l'ensemble des acteurs qui contribuent aux transformations qui sont analysées, de voir quelles sont les interactions productives, de prendre en compte les synergies et les effets de système, et d'identifier en quoi les contributions, dans le cas qui nous intéresse, c'était les contributions de l'INRA. Évidemment, c'est une méthode qui est passe-partout. En quoi les contributions de l'INRA ont permis effectivement de fabriquer les effets qui sont enregistrés, qui sont observés.
Le second défi qu'on a essayé de résoudre par l'approche qu'on a créée, c'était de dire en fait, il faut vraiment aller plus loin que l'impact scientifique, comme j'ai évoqué, également plus loin que l'impact économique. Parce qu'on le sait, en fait, il y a une tendance dans tous les systèmes d'évaluation à ne prendre en compte que ce que l'on sait compter. Or, ce que l'on ne sait pas compter compte aussi. Et donc, il faut se donner les moyens vraiment d'aller voir et de créer en fait des métriques pour des choses qu'on ne sait pas compter. Donc, on a fait beaucoup de travaux pour essayer systématiquement, pour chaque cas analysé, en fait, de mesurer, d'avoir une métrique qui permet de jauger l'importance de l'impact non seulement sur le plan économique, mais également sur le plan social, sur le plan environnemental, sur le plan sanitaire et également sur le plan politique. Et là, je représente quelques radars sur quelques cas. En fait, ce qu'on voit, c'est que c'est extrêmement hétérogène, c'est pas très corrélé. Et donc, si on ne mesure que la dimension économique, en fait, évidemment, on passe souvent à côté des problèmes. Ce qu'on a vu, en fait, c'est qu'on a fait une méthode qui est portable, en fait, qui est appropriable par les chercheurs. Donc, c'est pas un comité d'audit qui évalue les chercheurs, c'est les chercheurs qui s'approprient en fait cette méthode. Et en fait, c'est extrêmement intéressant parce que sur la question de l'impact politique, par exemple, l'impact sur les politiques publiques, les chercheurs en général n'avaient pas conscience en fait de l'importance des effets qu'on leur recherche sur les politiques publiques. Bien, et donc il faut passer d'une culture de la promesse, ce qu'on nous apprend à faire en fait, dans tous les projets, on va vraiment en race gratis, quoi, parce qu'on nous demande tous les projets, il faut qu'on ait un impact qui est, voilà, on va changer le monde, on va résoudre tous les problèmes, c'est comme ça, c'est l'économie des projets aujourd'hui dans les appels d'offres, et donc il faut vraiment passer de cette culture de promesses sans lendemain à vraiment une culture de l'impact. Donc apprendre effectivement en quoi nos recherches vont permettre effectivement de transformer les choses. Et l'essentiel, c'est d'aider les acteurs concernés à différents niveaux d'organisation à augmenter les impacts de la recherche. Donc c'est pas un pilotage par le haut, c'est pas l'œil de Moscou, donc les agences d'évaluation qui vont permettre de noter, c'est pas ça la préoccupation. Et si on fait ça, je pense qu'on passe à côté du problème, mais c'est que les chercheurs, les collectifs, aient une meilleure appréhension de ces questions. Et ça, c'est vraiment essentiel. Et ce qu'on a vu, en fait, dans l'expérience d'une dizaine d'années à l'INRA, en fait, c'est que les collègues ont... Alors, je ne vais pas dire que ça remplace pour eux l'amour de la recherche. C'est un chercheur et dans son sillon, il creuse, et c'est ça qui l'intéresse. Mais en tout cas, il y a eu un très très fort intérêt de nombreux collègues pour cette méthode, pour l'apprentissage de cette méthode. Donc, on a développé différents outils, dont un MOOC. Bon, voilà. Ok, conclusion. En fait, les conclusions, c'est juste répéter que l'ouverture à la société, il y a vraiment des enjeux qui me semblent forts. C'est quelque chose qui est pas évident. Donc, j'aime pas beaucoup le concept de troisième mission. Je vais revenir dessus, mais en tout cas, on ne peut pas dire que voilà, on a. Enfin, j'hésite sur la façon de le dire, mais évidemment, nos organisations ont un impact sur la société. On a des missions dont on s'occupe, etc. Mais mon point de vue est, ça s'adresse aux universités, aux organismes de recherche, c'est qu'on ne traite pas ces questions assez sérieusement. Et très souvent, en fait, on considère que l'impact sur la société, en fait, c'est la valorisation. La valorisation, c'est les relations industrielles, c'est les brevets, et puis d'autre part, c'est la médiation scientifique. Non, ce qu'on voit, en fait, c'est que c'est beaucoup plus large que cela, et c'est un enjeu qui est beaucoup plus large et qui devrait vraiment être porté par nos organisations avec de
nombreuses missions et de nombreuses initiatives enfin, je veux insister là-dessus. Il y a un décalage entre les initiatives qui existent dès lors qu'on fait l'effort de s'y intéresser et le portage politique qui reste et stratégique qui reste à mon avis trop faible. Alors, troisième mission ou une vision intégrative des trois missions. Et là, je reprendrai à mon compte une représentation donc qui vient des auteurs qui ont travaillé sur l'université civique. En fait, et je trouve qu'elle est très claire parce que elle montre bien que quand on est sur les trois missions, ben en fait, si on est dans Uncivic University, ça passe peut-être en anglais, mais bon, évidemment, j'assume pas. Hein, mais bon, bref, on voit bien effectivement qu'on peut penser la troisième mission comme quelque chose qui est à la périphérie, hein, un supplément d'âme et quelque chose. Bon, on fait bien notre boulot de recherche et d'enseignement, et puis après on verra effectivement, on ajoute. C'est souvent la façon dont des VP sciences société en fait sont conçus dans les universités françaises, quoi. Hein. C'est vraiment très marginal dans le pouvoir parce qu'effectivement, ce qui compte, c'est la recherche, l'enseignement, etc. Le message que font passer Godard et ses collègues, c'est de dire non, il faut vraiment que ce soit intégré. Et donc, c'est pas quelque chose qui est à part, et c'est pas quelque chose qui est à la périphérie. C'est quelque chose qu'on doit intégrer vraiment dans nos politiques de recherche et dans nos politiques d'enseignement. Par exemple, quand j'indiquais effectivement des initiatives qui sont très intéressantes qu'on peut concevoir autour des Living Labs, en fait, des boutiques de sciences, en fait, d'implication dans les cursus des étudiants, en fait, sous des formes qui sont des formes de recherche-action très tôt, en fait, dans les cursus, on peut faire ça à partir de L3. En fait, ces initiatives qui ont été développées, alors plutôt dans des écoles d'ingénieurs jusqu'à présent, et par une association qui s'appelle Résolis, qui a été créée par Philippe Kourilski, l'ancien directeur de l'Institut Pasteur. En fait, on voit des choses qui sont extrêmement intéressantes pour les étudiants, pour les capacités d'observation donc des territoires, mais également pour le changement en fait des relations entre ces organismes et leur territoire. Voilà, je n'irai pas plus loin. Je vous remercie pour votre attention. Vous avez été très sage, même patient. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Patient mais passionné. Merci Pierre Benoît, c'était extrêmement intéressant et ça fait évidemment écho à plein de choses qu'on essaye de faire à l'université. Moi, j'avais pas vu que l'ensemble de ces choses que l'on voit surgir dans nos préoccupations du quotidien, dans les débats que l'on a partout, que l'on a dans la LPPR, que l'on a au HCRS, que l'on a avec nos amis, que l'on a à quel point finalement tout ça faisait un sens cohérent, quoi. Bon, moi je vais avoir l'occasion de parler avec toi et demain il y aura un déjeuner avec toi. Ce que je propose, c'est plutôt que ce soit pas une discussion entre nous, mais que dans la salle vous n'hésitiez pas à intervenir et à poser les éventuelles questions que vous avez. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est très intéressant et on n'a pas toujours, effectivement, en tous les cas, personne des sciences que l'on va dire dures. Je travaille avec des industriels et c'est vrai que cette manière d'aborder les choses n'est pas dans notre, c'est pas notre élément. Et justement, j'avais une question sur le fait, bon, vous connaissez ou pas, peu importe l'appétence de l'université de Pau pour la relation partenariale, j'entends par là les industriels, le territoire couvert par l'université de Pau a une forte économie industrielle avec des grands comptes. L'approche que vous présentez sur cette troisième mission, comment, à votre avis, ces grands comptes, les industriels, l'appréhendent-ils? C'est-à-dire que pour eux, en tous les cas, ceux qui ont une appétence pour venir vers l'université, pour demander à l'université de travailler sur des sujets
souvent d'ailleurs réfléchi ensemble. Est-ce que vous avez leur appréhension vis-à-vis de cette ouverture, sachant que le mot Living Lab que vous avez utilisé, on voit de plus en plus que des grands industriels l'utilisent fortement, y compris dans notre pays. Est-ce que tout ce que vous avez dit, ou une partie de ce que vous avez dit sur cette troisième mission, les industriels l'ont dans leur scope, et est-ce que nous, on doit justement s'en imprégner dans notre relation avec eux? Merci pour la question. En fait, moi, j'ai animé un groupe de travail à l'Agence nationale pour la recherche technologique sur ces questions. Alors, et puis j'ai suivi un peu ce qui s'est fait chez Air Liquide, chez les industriels qui ont essayé effectivement, pour des raisons sur lesquelles on pourrait revenir, d'avoir ce type de démarche. Bon, donc j'ai pas une vision exhaustive. Moi, j'ai le sentiment que des choses bougent. Donc voilà, il faut essayer de s'appuyer là-dessus. Les choses bougent, mais il y a aussi beaucoup d'inertie. Moi, je suis parmi les responsables d'organismes de recherche maintenant à Toulouse. Quand on discute de Airbus, c'est pas facile, parce que Airbus, ils ont leurs habitudes, ils ont un pouvoir sur Toulouse qui est lié effectivement. Voilà, donc on nous dit que les Bordelais disent à Toulouse, c'est la Airbus Valley. Voilà. Et donc, et mes collègues en fait responsables d'organismes disent, c'est pas facile, parce que en fait, quand on discute avec eux de recherche, ils veulent aussi décider ce que c'est la bonne recherche. Donc, il y a beaucoup de choses je pense, il y a des freins. Alors, je pense que le moteur, c'est plutôt les jeunes générations. C'est-à-dire que pour ces groupes, une préoccupation, c'est de donner du sens. Et le sens aujourd'hui, il est par rapport aux grands enjeux. Enfin, c'est quelque chose qui est... Et donc, arriver effectivement, et c'est vraiment le choix d'Air Liquide, c'est de dire, bon, voilà, on est sur les petites molécules, on a notre business, mais aussi on a des compétences, on a des capacités qui peuvent être mobilisées pour autre chose. Et donc, on crée quelque chose et qui n'est pas articulé en fait à leur campus scientifique, leur Living Lab est vraiment très autonome, et c'est conçu comme ça. Donc c'est pas la recherche d'Air Liquide qui s'ouvre, mais c'est vraiment un lab qui est très autonome, qui permet effectivement aux cadres qui ont envie d'avoir cette expérience de l'avoir, et qui permet effectivement de viser des cibles qui ne sont pas en fait dans le plan stratégique d'Air Liquide. Voilà. Donc là, je pense qu'il y a des expériences qui sont très intéressantes et sur lesquelles on peut se retrouver. Donc, je pense qu'il faut pas. Donc, ma réponse serait de dire, il faut pas attendre que les industriels le fassent, et il faut vraiment que ce soit un objectif en soi, parce que les dispositifs, etc. Et puis, en fait, l'idée, c'est quand même que de nombreux acteurs n'ont pas accès à la recherche. Et s'ils peuvent avoir accès à la recherche, ça leur permet effectivement de développer des capacités qui sont extrêmement importantes pour les transitions auxquelles on fait face sur la mobilité, l'agriculture, l'énergie, etc. Toutes ces questions, en fait, c'est pas des questions. Voilà, il faut pas attendre qu'EDF. Je travaille pas mal avec EDF, mais qu'EDF résolve tous les problèmes. Non, EDF va contribuer à sa place, mais les smart grids, etc. Enfin, voilà. Donc du coup, je trouve en fait, c'est vous qui suivez le TI ici. Bon, moi, j'ai pas d'expérience, mais j'ai été surpris sur ces questions de ne pas voir Euralis, par exemple, dans les partenaires. Donc, on aurait pu se dire, tiens, sur ces questions, il y a quand même des gros acteurs. Alors, Euralis, c'est plutôt dans la plaine, d'accord. Mais j'ai failli répondre ça. Non, mais c'est parce qu'effectivement, la sensibilité du territoire d'innovation Ambition Pyrénées est quand même très tournée vers les montagnes et très tournée vers les énergies qu'il y a dans les montagnes.
Et du coup, Euralis, qui travaille beaucoup sur ces choses-là, n'est pas dans le TIGA. Par contre, la Chambre d'agriculture est très présente. Donc on peut penser quand même que le lien n'est pas aussi éloigné que ça. Merci pour l'exposé qui nous donne, qui nous donne encore plus envie dans notre façon de procéder, certainement à l'Université de Pau, parce que sur les grands points stratégiques, on s'est vraiment posé la question à quelle question que se pose la société pouvons-nous répondre. On a vraiment tenu à faire ce travail. J'ai juste 3 petites remarques, je vais être très bref. Je vais terminer par ce que tu disais en 3. Sur cette idée d'une métrique inédite de ce qui compte dans l'évaluation. Voilà. Parce qu'on est enseveli, vraiment au niveau individuel, collectif, on est enseveli de tas d'index, voilà, de choses qu'il faut remplir. Et force est de reconnaître que pour l'instant, c'est très qualitatif, assez serré, et bien veuille essayer d'une certaine façon d'y échapper, c'est très difficile. C'est vraiment très difficile. Donc c'est cette idée de comment allons-nous pouvoir mesurer et rendre compte de cet impact qui, en grande partie, est qualitatif. Voilà. Ça, c'est vraiment une question sur laquelle il faut travailler. Une petite remarque sur la société, le rapport à la société. Alors c'est très amusant parce que tu parlais de l'Arizona State University, où là, évidemment, c'est du côté US, alors donc c'est les communautés et qui renverrait peut-être chez nous au moins une des exceptions au territorial ou au local. Mais ça pose une question d'échelle. On se pose vraiment, ici par exemple, pour certaines choses, sur quelle surface géographique, d'autres, et avec cette préoccupation vraiment de tension entre ce qui est repérable localement et puis qui relève d'une espèce d'ubiquité, parce que ça passe par les réseaux de communication, les réseaux sociaux, d'échange, et qu'il est très difficile de faire la part des choses, ce qui renvoie à une question encore plus fondamentale qui était posée en premier sur l'universel et le particulier, au niveau de l'implication du scientifique. Et juste une dernière petite question sur, à un moment donné, j'étais en bas à droite, je crois, où il y avait les besoins des usagers. Ça pose une sacrée question ici. Peut-on partir comme ça des besoins des usagers? Est-ce par définition une donnée qui serait à prendre en compte comme bonne en soi, parce que ça renvoie à la direction que l'on va donner à notre recherche et qui pose des questions éthiques. Écoutez, monsieur l'universitaire, donnez-moi le moyen de fabriquer des armes plus performantes, des Roundup qui échappera au je sais pas quoi, etc. Et donc, par définition, il y a la question éthique qui se pose, que j'ai pas trop vue là, mais voilà, c'est cette question éthique. 3 questions, tu me donnes combien de temps alors, Xavier? Parce que ces 3 questions, il y a du lourd, comme on dit. Hein. Mais je vais essayer d'aller vite. Hein. Donc sur le premier point, effectivement, le choix qu'on a fait, effectivement, c'est de ne pas construire des indicateurs. Mais on demande toujours des indicateurs. Hein, voilà. Donc il y a cette tension, effectivement. Quand je discute avec le PDG INRAE, Philippe Mauguin, il dit ouais, quand même pour la prochaine évaluation de l'INRA, il faudra des indicateurs. Bon, j'ai dit ben oui, mais en fait, avec des études de cas, on peut construire des indicateurs. Alors le truc, c'est de dire en fait, on part pas d'indicateurs, on part de descripteurs. Donc quand on travaille en fait sur des transformations avérées qu'on construit comme des cas. Et avec l'idée en fait que quand on veut apprécier et pas mesurer, mais apprécier, y compris sur le plan quantitatif, l'impact d'un organisme, on n'a pas besoin de tout regarder.
parce qu'il y a plein de choses qui produisent pas d'impact, et c'est bien. On sait, enfin, dans toute la recherche, c'est les lois de puissance, hein, donc c'est 1% des trucs qui font 90% du machin. Enfin bon, j'exprime de façon un peu sophistiquée, mais donc du coup, si on s'intéresse à l'impact, on va pas travailler sur l'ensemble. C'est un peu, l'Angleterre était, bon, enfin, il y a beaucoup de critiques à faire au système anglais, hein, et aux Anglais, mais dans leur Research Evaluation Framework, ils avaient une bonne idée, c'était de dire à chaque groupe de recherche, un groupe d'une cinquantaine de chercheurs, vous dites quels sont les 5 cas sur lesquels vous avez produit de l'impact, et vous le documentez un peu. Bon, la documentation n'était pas assez exigeante, mais il y a cette idée qu'on ne doit pas travailler sur l'ensemble. Donc on travaille plutôt sur des cas. Et quand on travaille sur des cas, nous, notre optique, ça a été de dire, en fait, on part pas sur des indicateurs qui seraient dans un espace euclidien complètement uniforme dans lequel on met les cas, mais on part sur la façon dont les acteurs décrivent ce qu'ils font et décrivent les transformations. J'ai, je sais pas, un outil de décision pour la fertilisation azotée. Ça m'a permis de diviser la fertilisation azotée de la betterave par 2. Bon, voilà. Donc ça, c'est des choses que les acteurs savent décrire. Simplement, ça, bon, voilà. Est-ce que c'est plus important que celui qui a fait le 4 pour 1000 qui permet de piéger du carbone, etc. Donc, du coup, il faut qu'on arrive à remettre ça dans un espace commun. Et la construction de l'eau métrique, elle vise à faire ça. Bon, j'entre pas dans le détail, hein, on pourra discuter des questions méthodologiques, mais sur le plan des choix méthodologiques, c'est vraiment cela qu'on a fait. Parce que sinon, en fait, on est conduit à construire des batteries d'indicateurs qui sont assez peu pertinentes finalement. Parce que, bon, enfin voilà, donc ça c'est le premier point. Alors sur le second point, concernant en fait cette question finalement, c'est quoi la société? Enfin, les deux autres questions étaient très liées, hein, et la question de l'universel, du particulier sur le plan épistémologique, et du global et du local sur le plan politique. Alors, moi, ma position, elle est très, en fait, très John Dewey, en fait, sur le plan épistémologique. Alors, je crois, la loi de la gravité, bon, ok, il y a des lois universelles, c'est sûr. Mais ensuite, sur de nombreux objets, en fait, on a des connaissances qui ont des formes d'existence qui sont très particulières, et l'efficacité de l'agir, en fait, il est lié à ces formes d'existence particulières. Donc, du coup, travailler dans un contexte particulier avec des acteurs, ça peut être un atout. Ensuite, on a une exigence de généralisation de ce qu'on fait, parce que sinon, enfin, on va pas mettre un chercheur derrière chaque acteur. C'est pas. Mais dire que sur le plan épistémologique, en fait, ce qu'on fait, c'est très particulier, et qu'ensuite on a un problème de généralisation, plutôt que de dire je travaille sur des lois générales et je vais ensuite les décliner sur le plan. Enfin voilà, donc il y a derrière ça du lourd sur le plan épistémologique, mais je suis prêt à tenir cette position. Et dans ce cas-là, le fait d'être ici et maintenant et de bénéficier de cet ici et maintenant pour avoir des ressources sur le plan des données, sur le plan des rapports aux acteurs, sur le plan etc., ça peut être un avantage assez considérable et sur lequel il faut jouer. En tout cas, moi, en Occitanie pour INRAE, je pourrais donner de nombreux exemples où le fait d'être dans un écosystème très particulier, ça va permettre effectivement de développer des recherches que d'autres ne peuvent pas développer, et ces recherches, elles peuvent être ensuite top mondial. Enfin, c'est pas ce qui se fait. Bon, donc et c'est cette articulation qui me semble vraiment importante, et effectivement, Michael Crow, quand il dit les rapports aux communautés, etc., enfin, une des problématiques de Arizona State, c'est l'eau, c'est le solaire, c'est
Parce que quand on est situé là-bas, effectivement, pour les communautés, c'est des sujets. Donc, ils peuvent mobiliser des ressources et être vraiment leaders là-dessus, quoi. Hein. Et aujourd'hui, les collègues d'Arizona State University, ils rayonnent au niveau mondial sur ces dimensions, quoi. Alors ensuite, est-ce que ça pose des questions éthiques et la question, effectivement, moi je suis très prudent sur société, sur usagers, sur utilisateurs. Je pense qu'on partage les mêmes préventions. Et cette question, elle se pose vraiment dans la question du normatif, en fait. Hein. Comment on embarque le normatif? Elle se pose très fort, en fait, dans toutes les communautés de chercheurs qui sont sur les transitions. Parce que quand on est sur les transitions, ça veut dire qu'on mobilise des recherches pour aller dans un sens. Ma position, c'est que c'est pas à nous de décider quel sens. Si on s'inscrit personnellement dans un sens, par exemple, moi je travaille beaucoup sur zéro pesticide en agriculture, je peux pas dire que c'est pas à moi de décider ça. Par contre, dès lors qu'il y a un programme national sur ces questions, qu'il y a des engagements politiques, etc., travailler là-dessus, ça me va. Donc c'est pas moi qui fais le choix, enfin, c'est pas moi qui décide que c'est un objectif national. Moi, je décide de travailler là-dessus parce que ça a du sens pour moi. Mais c'est pas à moi comme chercheur. Bon, sachant que, évidemment, enfin, la communauté la plus intéressante de ce point de vue, c'est la communauté des chercheurs qui sont sur le climat. Aujourd'hui, c'est eux qui sont le plus engagés politiquement. Mais parce que depuis 30 ans, ils disent on va à la catastrophe, ça bouge pas. Et aujourd'hui, vraiment, la plupart des chercheurs sur le climat sont vraiment très très engagés. Et pas pour rigoler, quoi, pour dire voilà. Donc, et là, c'est pas les usagers, c'est vraiment la communauté scientifique qui a donné l'alerte, etc. Tu as eu à gérer, toi, participer à des recherches avec des acteurs qui sont pas forcément tes alliés éthiquement, parce que là, tu nous prends le zéro pesticide très bien, à part ton épouse, qui sont tes ennemis, quoi. Je suis désolé, elle était facile, c'est pour ça que je l'ai faite. Mais après, sur des objets plus... tu vois, quand tu es allé sur les nanos, quand tu es allé sur le nucléaire, quand tu es allé... comment tu gères le rapport à l'éthique, là? Tu nous as pris la transition agroécologique et les zéro pesticides, c'est trop facile. C'est trop facile. Je sais pas, enfin, je pourrais faire une réponse, disons, empirique, quoi, hein, sur comment j'ai fait dans telle situation, mais je pense que la question, elle est plus générale. Pour moi, enfin, il faut vraiment, ce qui est vraiment important, c'est, enfin, c'est de savoir quel est mon domaine d'expertise en tant que chercheur. Quand j'ai travaillé sur les nanotechnologies, mon point c'était pas les nanotechnologies, c'était le débat public. Donc c'était comment on peut organiser un débat public sur ces questions. Alors j'ai été pris à partie par des ennemis du débat public qui considéraient, et c'est leur droit, que en fait débattre c'est commencer à accepter. Et donc les gens comme moi, en fait, on est des acceptologues parce que on accepte de travailler pour des organisations comme, en l'occurrence, c'était la mairie de Grenoble, la métro, la Commission nationale du débat public, etc. Donc, bon, moi, enfin voilà, il y a des combats, c'est clair. Quand j'ai fait le travail avec ma collègue Claire-Marie sur les questions que tu évoquais au début de vignes transgéniques. Notre point, c'était de voir comment on peut mettre ces questions en débat. Et est-ce qu'on peut les mettre en débat? Et c'était travailler vraiment sur une expérience réelle, que je ne vais pas développer là, mais qui était quelles sont les possibilités de débattre de ces questions avec des acteurs, et qu'est-ce que change le débat du point de vue des dynamiques dans les organisations, dans les institutions et pour les chercheurs. Bon, il est clair que là où on s'est complètement planté, c'est que en fait, on a développé un objet politique en fait, et cet objet politique, il nous a échappé.
Et donc dès lors qu'il nous a échappé, le combat était politique, et donc du coup des gens avec qui je discute beaucoup nous ont traité de... il y avait un texte qui est sorti très vite, l'INRA, manipulation des plantes et manipulation de l'opinion publique, quoi, en disant ben voilà, et on mobilise les sociologues pour cela. Donc oui, on peut se retrouver dans des zones de conflit. Bon, moi du coup en fait sur les questions de débat public, j'avais tiré beaucoup de leçons, et ce que j'ai écrit sur le débat public a été, enfin, sur la mise en débat de ces objets, a été très influencé par cela, et même, enfin bon voilà. Donc je pourrais développer ça. Je sais pas, pour moi, enfin, je suis toujours un peu gêné par la question éthique, parce que souvent derrière la question éthique, c'est une façon un peu euphémisée de parler de politique, quoi. Là, je crois que c'est vraiment des questions qui sont des questions d'ordre politique, de finalement quels sont les projets par rapport à la société, et comment effectivement des visions qui sont extrêmement différentes peuvent s'articuler. Est-ce qu'il y a des possibilités de compromis, etc. Je crois que bon, j'aurais envie de citer Michel Callon, en fait, qui a un très beau texte là-dessus, qui est Attachement et détachement des chercheurs, et qui dit en fait le chercheur n'est pas complètement neutre, et quand il travaille, en fait, on a toujours effectivement une influence sur ce sur quoi on travaille. On est toujours influencé par ce sur quoi on travaille. Simplement, il faut arriver à gérer nos engagements et nos détachements, et savoir en fait. Pour moi, le point important, c'est en quoi mon implication me permet de produire des connaissances que je ne pourrais pas produire sinon. Alors, évidemment, on peut très vite se transformer en Mengele des sciences sociales, quoi, hein. Donc, effectivement, il y a une négociation à avoir, et c'est vrai que moi, j'ai été critiqué par des collègues proches, hein, sur ces questions. Bon, moi, je considère que il y a de toute façon un rapport entre la connaissance et l'action, y compris, enfin, je veux dire, et à commencer par la sociologie critique. Elle vise à éclairer les acteurs sur des effets de domination. Donc, des collègues qui sont dans ce type de sociologie, qui nous font le reproche de travailler avec les acteurs, je dis oui, c'est pareil, quoi, hein. Simplement. Il faut voir effectivement quelle est la nature des engagements politiques qu'on assume, pourquoi, et voilà. Donc après il y a des coups qui partent dans tous les sens, et ça c'est normal, c'est bien. Il y a transition écologique, et il y a un projet qui s'appelle le projet Reset. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'était pour mener en fait de voir un état des lieux de la responsabilité sociétale des entreprises. Et en tant que stagiaire, on nous avait demandé de contacter les entreprises et de voir déjà si elles connaissent la notion de RSE, si elles pratiquent déjà. Et en fait, le but de cette recherche, c'était de voir si elles le pratiquaient sans le savoir, et que si elles avaient besoin de soutien pour qu'on les accompagne vers cette transition. Et nous, je sais que dans notre laboratoire, on travaille beaucoup sur ces questions-là. Et moi, mon sujet de mémoire, c'est sur l'économie circulaire, notamment dans l'agriculture, dans les pays en voie de développement, vu que je viens de Madagascar, et ce sont vraiment des questions qui m'intéressent, c'est-à-dire de travailler avec la population locale pour repérer leurs besoins locaux, et faire face en fait à leurs problèmes liés à leur territoire. Voilà. Oui, mais alors bienvenue, ça, voilà, hein. je rejoins votre opinion. Oui. C'est un vrai engagement. Et je pense que de toute façon, on a toujours des engagements. Il faut être clair par rapport à ça. Et je pense, pour revenir sur la question qui était posée sur les entreprises, moi je crois beaucoup à l'effet générationnel, et au fait qu'aujourd'hui on recherche du sens par rapport à ces grands enjeux. Et vous en êtes une très belle illustration, en fait. Donc voilà, et il n'y a pas de neutralité, évidemment.
avec une limite qui est que les entreprises, ce qu'elles disent, c'est que les jeunes qui viennent chez elles sont ceux qui se posent le moins de questions maintenant. Les entreprises, celles qui ont les actions les plus néfastes, nous disent les jeunes qui acceptent de venir chez nous maintenant, c'est ceux qui se posent aucune question, et ceux qui se posent des questions vont ailleurs, quoi. Et Oui, mais je pense qu'elles le vivent plutôt comme un problème. Parce oui, elles le que, vivent comme un problème, clairement. Elles savent qu'elles sont plus les meilleures. Oui, oui. Et donc du coup, ça veut dire que c'est à terme plutôt un facteur d'ouverture, parce que un DRH qui est confronté à ce problème, il doit réagir, quoi. Ouais. De l'Aragon. Là, je ne sais pas combien de réponses on est, mais elles attendent des retours de notre enquête sur la RSE. Ils nous ont donné leur adresse mail et tout pour avoir les résultats. Donc, elles étaient intéressées par notre projet.